Je vais laisser, je ne sais pas si on va vraiment occuper l'estrade. Pour l'instant, personne n'a osé s'y aventurer. Donc, ouais, alors moi, je vais éviter l'estrade parce que je pense qu'il pourrait y avoir un côté trop magistral. J'ai déjà peur d'être un peu magistral et didactique, donc je la laisse aux autres. Alors d'abord, merci à Gérard en particulier pour son invitation. Et quand Gérard m'a invité, je me suis dit qu'il prenait un énorme risque. D'ailleurs, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais moi, les questions d'agriculture, j'en ai une expérience comme citoyen ou accessoirement comme militant, mais pas nécessairement comme, évidemment, comme spécialiste ou comme chercheur, comme l'est Marc Dufumier. Donc, évidemment, je ne vais pas aborder sous l'angle de mon travail les questions directement liées à l'agriculture. Ceci dit, j'aurais pu le faire, puisque j'ai fait quelques textes sur les rapports entre la place de l'agriculture dans la tradition philosophique, parce qu'il y a un certain nombre de textes, notamment certains qui ont eu une destinée célèbre, comme je ne sais pas si vous connaissez cette déclaration de Xénophon, disant en gros que celui qui sait comprendre la terre se rend compte que la terre ne ment jamais. Ça a été tristement repris ensuite, sous l'occupation. Donc il y a un certain nombre de textes sur le problème de l'agriculture qui est lié aux techniques, à la production, et en général, dans la tradition occidentale, tout l'aspect technique, production, et évidemment non, c'est pas évident, mais en tout cas ça l'est, c'est un fait, est tenu et méprisé par rapport à l'aspect intellectuel des choses. Donc il y a une opposition entre des métiers manuels et puis une activité beaucoup plus intellectuelle qui, j'ai de la chance, recoupe celle du philosophe. Donc, oui. Ah, je ne suis pas encore suffisamment connu pour qu'on m'en connaisse, effectivement. Donc je vais devoir revenir en arrière. Donc, effectivement, je donne mon nom, mais mon nom ne vous dira pas forcément non plus grand-chose. Donc, je m'appelle Olivier Assouli. Donc, comme je l'ai laissé entendre, je suis enseignant en philosophie. J'enseigne la philosophie. Je suis docteur à Paris en philosophie, tout est en philosophie. Je m'occupe aussi d'un séminaire doctoral en philosophie. Et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, en partie de philosophie, mais pas seulement. Il y a des ouvrages aussi d'anthropologie, notamment sur les interdits alimentaires, d'autres sur la question du terroir, et un autre sur la question de la faim dans les camps d'extermination. Voilà, tous ces ouvrages sont publiés chez Actes Sud. Voilà, j'ai fait d'autres choses chez d'autres éditeurs, mais je pense que je ne vais pas développer mon CV, ce n'est pas le but. Donc, je vais plutôt entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc en résumé, si je rattrape le fil, je ne vais pas avoir l'arrogance de vous parler d'agriculture. Il y a suffisamment de gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, mais je vais vous parler de l'autre volet de la production, qui pourrait être le volet de la consommation, et que moi je travaille non pas à travers le mot consommation, pour plein de raisons, mais pour le résumer très rapidement, parce que j'estime que le mot consommation est un terme qui est en général abandonné, ou en tout cas préempté par les économistes ou le marketing, et je travaille sous un autre angle qui est la question du goût. Donc la plupart de mes travaux portent effectivement sur ce qu'on appelle le goût. Alors le goût au sens, j'ai envie de dire, propre, qui est en général le sens plutôt d'ailleurs socialement dégradé, c'est-à-dire le sens propre du goût, c'est ce qui a été mis en mouvement sans doute il y a quelques heures ou minutes quand vous avez déjeuné, à savoir le sens de la gustation. Voilà. Donc ce sens du goût, ça ne va pas être l'objet de ma petite conférence. On pourrait montrer, et c'est une partie de mon travail, que c'est un sens qui a, dans l'histoire de l'Occident, et également dans l'histoire de la philosophie, parce que souvent ça évolue en parallèle, qui a une place extrêmement mineur, négligé, accessoire, secondaire. Et il est d'autant plus secondaire que il y a une hiérarchie, on pourrait parler d'une hiérarchie des sens, qui met, par exemple, évidemment, la vue au-dessus de cette échelle, tout en haut de l'échelle, et puis globalement le goût tout en bas de l'échelle. Voilà. Pour le dire autrement, la plupart des arts sont des arts qui consacrent l'image et pas rarement le goût, même si on pourrait croire qu'il y a des exceptions aujourd'hui avec la valorisation du goût, de la cuisine, de la gastronomie, etc. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, il y a une opposition très, très formelle entre la vue qui renvoie à la contemplation et le goût, essentiellement, à la consommation. Et là,
la difficulté avec le goût, c'est que le goût est un sens, c'est ce qu'on appelle le sens de la nutrition. C'est-à-dire qu'il est systématiquement indexé à la nutrition. Vous ne pensez pas à un usage du goût lié à autre chose qu'à la nutrition. Si vous pensez à la vue, vous ne rattachez pas la vue particulièrement à un type d'activité. Elle peut être occupée là à m'observer, elle peut être occupée à observer le paysage quand vous allez vraiment trop vous ennuyer, à observer un tableau, etc., etc. Bon, donc il y a un problème qui est lié au goût, c'est que c'est ce qu'on appelle aussi le sens de la nutrition, c'est le sens de la consommation. Au sens propre, la consommation, ça signifie la consommation. La consommation, c'est l'activité qui consiste à ingérer des aliments et en les ingérant, vous les transformez à votre avantage, mais en même temps que vous les transformez, vous les détruisez. Et quand vous les détruisez, en réalité, vous avez un rapport aux choses qui est un rapport purement éphémère. Et le système des valeurs occidentales est en général fondé sur un rapport au temps qui est un temps dans la durée et qui, d'une certaine manière, résiste aux accidents du temps. Bon, alors, pour en venir aux choses elles-mêmes, qu'est-ce que goûter? Si on vous pose la question, qu'est-ce que goûter? C'est à peu près comme toutes les questions. On est, en règle générale, capable de répondre très vite et très bien. Et comme, en général, toutes les réponses bien connues sont trop bien connues, on est souvent dans l'erreur ou dans l'approximation. Bon, cela nous demande de savoir ce que signifie goûter bien. Alors, vous pourriez répondre, et voilà, d'une certaine manière, vous êtes peut-être au moment où je pose la question en train de dire, voilà, goûter bien pour moi, ça signifie ceci ou cela. Ça pourrait signifier distinguer, évidemment, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Bon, alors à ce stade-là, en réalité, vous vous rendez compte que quand vous distinguez le bon du mauvais, vous associez ce qui est bon ou ce qui est mauvais, par exemple, à un certain nombre de productions. Là, on a des productions maraîchères. Vous allez dire cette aubergine est bonne ou mauvaise, et vous dissociez au fond le goût qui est votre expérience du goût des choses elles-mêmes. D'accord ? Alors que si vous prenez en compte la vue, quand on vous dit qu'est-ce que voir, qu'est-ce que bien voir, vous associez l'idée de bien voir simplement à l'acuité, c'est-à-dire à votre capacité purement organique de votre système optique à pouvoir voir des choses, mais sans vous dire que celui qui goûte, qui voit bien, a une compétence particulière. Alors que quand vous dites bien goûter, en général, vous pensez aux critiques gastronomiques, à quelqu'un qui aurait développé un certain nombre de compétences dans le domaine. Alors, en réalité, aujourd'hui, l'idée de bien goûter renvoie souvent au gastronome ou au gourmet. Historiquement, si vous commencez à réfléchir au goût, vous êtes obligé de rattacher le goût à une histoire avec différents moments et différentes conceptions. Cette histoire avec différents moments et différentes conceptions, elle nous montre une chose qu'on aurait oubliée ou occultée, c'est que au premier sens, pendant longtemps en Occident, bien goûter a signifié être capable de détecter non seulement évidemment les nourritures potentiellement toxiques ou problématiques pour la santé, non comestibles, mais ça a été surtout, bien goûter a signifié être capable d'évaluer dans quelle mesure ce qu'on goûte et qu'on s'apprête à manger est bon ou non pour la santé. Autrement dit, on a pensé le goût dans un rapport à l'ordre physiologique. Ce qui explique au reste que la cuisine a été pendant longtemps une branche de la médecine. Autrement dit, on ne dissociait pas l'activité qui consistait à goûter, autrement dit à manger dans un second temps, de l'activité qui consistait à prendre soin du corps au sens large. Donc c'est évidemment que ça recoupe la raison pour laquelle un certain nombre de questions liées aux modalités de production, l'innocuité des aliments, évidemment, renvoient en permanence au sens premier du mot goûter. Autrement dit, la question de savoir si un aliment est bon ou non pour la santé est une question qui concerne au premier chef le goût. Bon. Autrement dit, on ne pouvait pas goûter sans présumer de l'effet qu'allait produire un aliment sur le corps. Alors, c'est une histoire très longue qu'on pourrait ponctuer par des références, notamment Hippocrate, dont vous devez connaître le serment d'Hippocrate concernant la médecine. Hippocrate est un des premiers à poser effectivement cette corrélation entre
la manière entre la capacité à goûter et la capacité à travers le goût, qu'on va détailler dans un instant, à pouvoir juger ce qui est bon ou non pour l'organisme. Bon. Le grand changement s'est produit sensiblement, si on doit poser des jalons en termes historiques, ce que je ne sais pas forcément faire, n'étant pas du tout historien, vous pouvez l'identifier à peu près au moment où on découvre au grand siècle, à peu près au XVIIe siècle, et donc après, pendant les Lumières, la gastronomie, la grande cuisine française. Alors pourquoi ça va changer la donne? Parce qu'on va commencer non plus à prendre en compte le goût par rapport à des questions liées exclusivement à la santé, comme ça a été longtemps le cas, mais on va considérer le goût exclusivement, quasiment, par rapport à des questions liées à la jouissance et au plaisir. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est une vraie... Ça peut avoir l'air relativement insensible comme passage, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça va changer complètement la donne. C'est-à-dire que le problème, si vous prenez un livre, qui est un livre que je trouve assez... pour tout vous dire, qu'il y a une référence souvent des gens qui travaillent sur la cuisine, qui s'appelle La physiologie du goût de Brillat-Savarin. C'est un livre qui n'a pas un grand intérêt en soi, mais dans lequel vous voyez très bien Brillat-Savarin mettre l'accent sur la figure du gourmet. Vous voyez, avec toutes les caricatures qu'on verra apparaître après au XIXe siècle, le gourmet, jouisseur, se baffrant, etc. Et au fond, il marginalise complètement toutes les questions qui sont liées à la santé. Et en réalité, en marginant les questions qui sont liées à la santé, il va marginaliser aussi toutes les questions qui sont liées à la manière dont on produit les aliments. Autrement dit, le mode de production des aliments va être essentiellement lié, non plus à la santé, mais à l'effet de plaisir que va faire un aliment, que va engendrer un aliment sur l'organisme. Et évidemment, c'est un changement absolument déterminant. Alors moi, ce que j'ai essayé, là, dans mes travaux, j'ai essayé de montrer que il y avait beaucoup plus de points en commun qu'on l'imaginait entre cette logique gastronomique et ce qu'on pourrait appeler, et je vais essayer de définir avec vous aujourd'hui, la logique industrielle. Alors, je vais essayer de vous montrer comment la question du goût, au fond, elle est inscrite dans une histoire et comment cette histoire est aujourd'hui déterminée, voire surdéterminée, par la forme dominante à la fois, on va dire, de la production, en tout cas en Occident, et de la consommation, qui est une forme essentiellement industrielle. Alors, autrement dit, je vais essayer de vous montrer comment l'action de l'industrie, qu'on va définir rapidement, a pu et continue de jouer un rôle déterminant sur la manière, ce qu'on pourrait appeler le régime de sensibilité gustative. C'est-à-dire que ça détermine, ça assigne une manière de goûter. Alors que vous soyez ou non partisan de l'industrie ou des choses comme ça, évidemment, ça va au-delà de tout ça. Bon, la première, sans entrer dans une définition évidemment précise de ce qu'on appelle un processus industriel, ce qui le caractérise fondamentalement, c'est qu'on pose la question de la production d'un côté et de la consommation de l'autre, non plus à une échelle qui serait une échelle locale, régionale, voire nationale, mais qui devient l'échelle des grandes populations. On se pose la question en termes de grandes populations, à grande échelle, etc. Donc ça signifie qu'on va, au fond, tenter un tour de force qui est absolument exceptionnel, c'est qu'on va tenter de comprendre, d'anticiper ce que pourraient être les réactions d'individus en matière de goût. Alors, normalement, ça devrait vous paraître effarant, ce geste. Pourquoi ça devrait vous paraître effarant? Parce que vous pourriez vous dire que si le goût est effectivement ce qu'il y a de plus intime, intérieur, subjectif, personnel, toutes les tentatives provenant d'un, on va l'appeler comme ça, un acteur, un tiers, un industriel ou un artisan ou n'importe qui, sont à peu près voués à l'échec en matière de prédiction. Personne ne peut théoriquement dire pour vous ce que vous allez sentir et la manière dont vous allez sentir avec telle ou telle sensation, plaisir ou autre. Bon. En réalité, la gageure de l'industriel ou de l'industrie, ça a été de pouvoir prendre en charge la question de la prédiction du goût.
Comment je peux... alors, la question de la prédiction du goût, évidemment, il faut la remettre en scène dans un contexte qui est un contexte dans lequel le marché, au sens économique, ne peut se développer que s'il parvient d'une certaine manière à asseoir son autorité en limitant au maximum l'incertitude. Bon, pour limiter l'incertitude, quand vous développez en gros un produit, c'est que vous allez, en général, pour un industriel, vous allez procéder à un test, et vous allez faire dans l'alimentaire, vous allez faire du testing avec un E et du tasting avec un A. C'est-à-dire que vous allez le tester au sens élémentaire et vous allez évidemment le faire goûter également. Donc le schéma de l'industriel, ça a été évidemment de pouvoir, d'une certaine manière, prédire les goûts des individus. Mais c'est évidemment difficile, puisque si le goût est singulier, comment je peux prédire des goûts de masse absolument gigantesque d'individus? Comment j'arrive, alors pour donner un exemple très trivial, comment je peux, au fond, savoir qu'un tel produit va produire à peu près tel effet? Alors pour ça, évidemment, je teste. Ça veut dire que tester un produit, ça signifie mesurer la réactivité. Quand vous testez, vous voyez la façon dont les gens réagissent. C'est-à-dire, réagir, ça veut dire tout sauf agir. Ça veut dire que vous agissez en retour. C'est toujours un geste un peu secondaire, une conséquence. Bon. Et qu'est-ce que vous mesurez en particulier avec le goût dans l'industrie alimentaire? Vous mesurez la réactivité, mais le problème de la réactivité, c'est qu'elle est souvent, elle est même très spécifique en matière de goût, c'est qu'elle est exposée à quelque chose qui s'appelle le dégoût. Le dégoût, c'est évidemment ce qui va totalement brimer toute possibilité de consommation. S'il y a du dégoût, en général, tout s'arrête. Et il n'y a pas de... ça, on pourra en discuter plus tard, mais il n'y a pas d'autre sens qui soit exposé comme le goût, à ce qu'on appelle le dégoût, qui peut s'achever par le fait de vomir, etc., de fuir, la répulsion, etc. Bon, on va revenir dans un instant sur ces questions. Donc ça a supposé à un moment donné pour l'industrie de tester, de décortiquer au fond les préférences des individus. Et on a commencé à envisager des tests et on a fait des grilles qui consistaient à mesurer des préférences. Vous mesurez des préférences. C'est très simple. Je ne vais pas vous faire la description de ce genre de processus que vous connaissez. Vous rassemblez des gens, des panels d'individus qui vont être plus ou moins représentatifs d'une classe ou d'une cible, pour prendre le mot retenu. Et puis, vous voyez comment ça réagit. Et à ce moment-là, vous avez 10 produits et vous obtenez un classement. Vous faites une sorte de classement, de mise en ordre, de préférence. Et à ce moment-là, vous dites, voilà ce que les gens aiment comme produit. Bon, ça ne vous choque pas. Donc, vous obtenez un goût. Vous obtenez donc, à travers l'ordre de préférence, le goût des individus. Sauf qu'il y a un biais, c'est que quand vous rangez des produits par préférence, vous n'obtenez pas en réalité un goût, vous obtenez simplement un ordre de préférence. C'est-à-dire que vous pouvez préférer, dans ce schéma, vous pouvez très bien préférer tel produit, ça ne veut pas dire que vous l'aimez. Vous voyez la différence? Autrement dit, la préférence telle qu'elle est établie ne présage ou présume d'un goût qui est en réalité beaucoup plus difficile à mesurer si tant est qu'il est mesurable. D'accord? Vous obtenez déjà ça. Bon. En réalité, ça ne suffit pas la mesure. D'abord parce que vous ne pouvez pas l'établir systématiquement. Parce que quand vous avez mesuré, ou vous croyez mesurer des préférences que vous appelez goût, vous allez ensuite chercher autre chose que le simple fait de mesurer, c'est que vous allez chercher à, pour le dire poliment, à user de votre influence pour pouvoir orienter, plus ou moins orienter, des conduites de ces classes qu'on va appeler des consommateurs. Donc vous allez chercher d'un côté à comprendre le goût, autrement dit à le consigner, l'enregistrer, puis d'un autre côté, vous allez chercher en permanence à lui donner une certaine orientation. Alors pourquoi est-ce qu'un industriel aurait, au fond, pourquoi est-ce qu'un industriel ne se contenterait pas de consigner, d'enregistrer des goûts et de générer ensuite, de produire des gammes de produits qui correspondraient simplement à ces goûts-là? Bon, ils le font, c'est fait d'une certaine manière.
Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que si vous vous contentez avec énormément de précision d'enregistrer, de retranscrire les goûts, vous obtenez en réalité un tableau des goûts qui est extrêmement éclaté et hétérogène. Vous allez obtenir un paysage qui est un véritable casse-tête pour celui qui essaye, en réalité, à travers un produit, et un produit, c'est par définition une synthèse d'un certain nombre de goûts, de commercialiser son produit, qui s'adresse à une masse importante d'individus. Donc, on peut dire que par définition, le produit, ça va être conçu comme une synthèse de goûts. Vous allez, au fond, arriver à avoir ce qu'on appelle de la prégnance gustative. C'est-à-dire que vous allez faire pression sur les goûts des individus pour faire en sorte que leurs goûts puissent se cristalliser, se reconnaître, au fond, dans un produit. Et ça, c'est évidemment, en principe, par rapport à ce qu'on vient de se dire du goût, particulièrement difficile à obtenir. Alors, pour ça, j'ai inventorié, ou en tout cas dénombré, ce qu'on pourrait appeler trois procédés ou trois artifices, trois moyens, trois méthodes, qu'importe le nom qu'on leur donne. Le premier, alors tous consiste à agir évidemment sur le ressort du goût. Le premier consiste à agir par soustraction de saveur. Vous pouvez dire, c'est quoi la soustraction de saveur? C'est que quand vous concevez un fromage, en réalité, un industriel ne conçoit pas un fromage, il conçoit un produit fromager. Vous allez dire, c'est une petite nuance. Ce n'est pas qu'une nuance, puisque le produit est par essence une synthèse de goût. Le fromage, en réalité, est souvent quelque chose qui est produit, qui correspond à une histoire, à un terroir, qui en général, qui rencontrera ses consommateurs de manière beaucoup plus historique ou hasardeuse ou traditionnelle. Bon. Ce que va faire l'industriel, si vous prenez un fromage industriel, vous en connaissez plein. Je suis sûr que vous n'en mangez pas, vous en connaissez plein. Ce produit fromager, il va s'agir de le concevoir en extrayant un certain nombre de propriétés qui appartiennent à des fromages non industriels et qui peuvent être assimilés, en tout cas, qui peuvent être synonymes de rejet ou de dégoût. Je ne sais pas, sans entrer dans le détail, un goût qui peut être fort, une âpreté, une petite marque d'acidité, ce qu'on pourrait appeler, ce que moi j'appelle une singularité gustative ou une anomalie. Vous voyez, ça constitue pour l'industriel une sorte d'anomalie. Donc à ce moment-là, vous concevez votre produit en soustrayant du produit ce qui, sur des grandes populations, produit quelque chose comme un rejet ou du dégoût. C'est la première opération. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous parvenez, d'une certaine manière, à neutraliser en partie, évidemment, les risques de voir le produit en question faire l'objet d'un rejet. Oui, c'est-à-dire que le produit n'est pas... Et là, vous êtes bien dans la logique des préférences. Le produit, ensuite, ne va pas forcément être aimé, au sens de goûter et d'apprécier, mais il va être préféré, peut-être et sans doute, par défaut. Donc, évidemment, si vous entrez dans les détails, ça exclut cette logique-là, ce processus-là d'action sur le goût, va exclure toute une catégorie de produits qui, en général, ont un ancrage historique ou traditionnel, qui présentent, au regard de cette logique, des défauts. Oui, dont les singularités sont comprises comme des défauts. Bon, ça, c'est la première opération. La deuxième opération, ça consiste à jouer sur l'addition de saveurs. L'addition de saveurs. Il faut ajouter des saveurs, des expédients capables de produire, cette fois, une réaction d'adhésion. Bon. Ça peut être, alors sans entrer encore dans le détail, ça peut être, par exemple, de jouer sur des saveurs qui constituent des dénominateurs communs à des produits qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Vous en connaissez, c'est l'usage qu'on fait, l'usage massif qui est fait en règle générale, sans vouloir caricaturer, mais en schématisant quand même un peu, parce que c'est un peu vrai,
qui est fait du sucre ou du sel. Hein, le sucre ou le sel va devenir un dénominateur commun à des produits, par exemple des plats qui sont considérés comme salés, qui n'ont, a priori, qui devraient ne pas avoir de rapport avec le sucre, d'autant plus que dans la tradition, on va dire, française, tout l'apport qui était réservé au sucre a été quasiment, à un moment donné, exclu, en tout cas confiné du côté du dessert, et plus du plat dit salé, à la différence d'autres cuisines comme la cuisine allemande ou la cuisine marocaine, où vous avez encore des oppositions assez strictes dans des plats salés entre du sucré et entre guillemets du salé. Bon. Donc ça va consister à jouer sur l'emprise d'une saveur qui va littéralement écraser les autres saveurs. Vous voyez. Donc le sucre, par exemple, c'est un très très bon principe d'homogénéisation en matière gustative. Alors pourquoi le sucre? Je laisse la question en termes de neurophysiologie à des gens qui pourront en parler mieux que moi. Mais en tout cas, parce que ça permet d'induire une réactivité positive. Autrement dit, ça permet d'induire simplement de l'adhésion, ce qui suffit à introniser effectivement l'usage de cet ingrédient à travers un certain nombre de produits sans rapport les uns avec les autres. Alors pourquoi c'est un geste déterminant? Parce qu'en réalité, et vous allez le voir au fur et à mesure, c'est que ça remet en cause aussi un des éléments constitutifs du goût, qui était de mettre en tension un certain nombre de saveurs les unes avec les autres. C'est que quand vous avez une saveur dite dominante, hein, et c'est très rare, alors je vous laisse vous faire juge de cette proposition, c'est extrêmement rare d'avoir un produit qui vous semble être que ce soit un vin ou un fromage, ou un produit qui vous semble être je sais pas, un beau produit, un produit noble qui a un goût très respectable, de ne pas l'apprécier précisément par sa capacité à mettre en relation des choses qui sont normalement contradictoires. Donc c'est dans cette espèce de tension ou d'équilibre, en général, que quelque chose comme du goût au sens supérieur semble se construire. Alors même que dans la logique que je suis en train de vous décrire, qui est une logique qui consiste à assigner à un goût un rôle dominateur ou moteur, à ce moment-là, vous faites une opération qui consiste à réduire la tension du goût. C'est-à-dire que vous allez littéralement le mettre, on pourrait dire le désactiver, en tout cas le neutraliser. Bon. Et le troisième élément qui est peut-être le plus paradoxal à première vue, c'est un élément qui consiste à jouer, hein, mais qui est un peu déjà la résultante ou la somme ou la synthèse des deux premiers, à savoir soustraction de valeur, addition de valeur. C'est celui qui consiste à jouer sur un élément moteur qui est l'insipide. L'insipide. Bon, alors, l'insipide, vous devriez, en tout cas, on aurait tous intérêt à l'opposer au sapide. Donc le sapide, la saveur, l'insipide, absence de saveur. Donc vous pourriez dire, ben non, ça ne marche pas parce que l'insipide, c'est par définition ce qui n'appartient pas à la saveur, donc ça ne peut pas constituer un élément qui va être mobilisé dans le cadre d'une politique, entre guillemets, industrielle du goût. C'est plus compliqué que ça, alors pour au moins deux raisons. La première raison, c'est une raison historico-philosophique qui fait que dès l'Antiquité grecque, on considère que l'insipide fait partie du sapide. De même que la vue, hein, je vous restitue très rapidement la raison, de même que la vue s'exerce dans l'obscurité, hein, l'obscurité est qualifiée comme une absence de lumière, donc comme le noir ou l'impossibilité de voir, ben l'insipide est considéré comme un marqueur de ce qui fait défaut. Hein. Mais dans l'insipide, vous vous plaignez que quelque chose qui devrait être sapide, savoureux, ne soit pas là. Donc Aristote dira, donc un penseur grec, dira, au fond, le problème de l'insipide, c'est la présence, hein, il appelle ça comme ça, il dit c'est quelque chose, c'est une mauvaise saveur, c'est très curieux comme définition, il dit c'est une mauvaise saveur. Ce à quoi on pourrait lui répondre, mais
comment l'insipide peut être une mauvaise saveur si c'est, a priori, s'il n'y a pas de saveur. Il dit c'est une mauvaise saveur, et il ajoute c'est ce qui fait mal au goût. Alors je trouve que je me suis dit en préparant ce petit laïus, c'est au fond, ce qui fait mal au goût, c'est l'insipide. Et si l'insipide, c'est peut-être une méthode employée pour jouer sur la saveur, vous pourriez dire qu'un produit insipide, quelle que soit d'ailleurs l'origine de ce produit, que ce produit soit de type industriel ou non industriel, c'est au fond ce qui dérange, fait mal ou porte atteinte au goût. Alors, en réalité, ce que voulait dire Aristote, c'est que c'est précisément ce qui empêche le goût d'entrer en activité. C'est pour ça que c'est problématique. Donc, c'est pas simplement, parce que là, quand je vous parle, vous avez remarqué que vous n'avez pas de sensation gustative. Vous avez des sensations... ça dépend, sauf si vous mâchouillez un chewing-gum ou si vous mangez. Mais vous n'avez pas vous avez des sensations auditives, visuelles, éventuellement olfactives, parce que ça a été tondu récemment, mais vous n'avez pas normalement de sensations gustatives. Les sensations gustatives ne sont mobilisées que dans des conditions qui font que vous êtes amené à les mobiliser, c'est-à-dire à table, en gros. Donc, quand ce penseur grec dit « c'est ce qui fait mal au goût », en réalité, il pointe le fait de ne pas pouvoir mettre en activité les conditions normales d'exercice du goût. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait valoir à un modèle industriel du goût de porter son attention sur ce qu'on appelle l'insipide? Alors, on en revient quasiment à une raison qu'on a presque commencé à évoquer tout à l'heure, c'est que l'insipide, c'est ce qui a au moins, vous allez dire que c'est une raison quand même très très restreinte, mais c'est ce qui a au moins le mérite d'éviter le rejet et le dégoût. Donc, le produit insipide devient au fond le produit qui n'est pas aimé par goût, mais qui est consommé par défaut. Vous voyez, c'est le produit qui ne dérange pas. Alors, pourquoi ça va être en réalité, pourquoi ça va être déterminant? Parce que c'est un produit qui fonctionne en produisant chez celui qui le consomme une forme d'indifférence. Bon, il y a d'autres formes, il y a d'autres modes. Autrement dit, c'est le produit qui ne mobilise pas votre attention de manière péjorative, négative, par rejet ou par adhésion. C'est le produit, bon, vous l'avalez, le petit morceau de, je sais pas, de Babybel, voilà, ou de tomates qui ne viennent pas de chez Gérard, de manière, on pourrait dire, placide ou apathique. Bon, c'est pas très grave, d'une certaine manière. Il faut dire que c'est pas très grave, puisque vous n'êtes pas non plus en levant les yeux et en regardant les haies, le paysage, etc., vous n'êtes pas non plus totalement bouleversé affectivement par la beauté du paysage. Vous voyez, vous êtes dans une sorte de relative indifférence par rapport à ce que vous voyez. Et effectivement, vous auriez raison de penser ça. Mais il y a une différence majeure entre la manière dont vous réagissez visuellement à ce qui vous entoure et la manière dont le goût, lui, réagit. Parce que la caractéristique du goût, c'est précisément de ne jamais être dans l'indifférence. C'est-à-dire que quand vous goûtez, normalement, si tout se passe bien, vous êtes voué à avoir une réaction qui est une réaction qu'on appelle polarisée. Alors, polarisée, ça signifie que c'est une réaction soit de plaisir ou de déplaisir. C'est agréable ou désagréable. C'est bon ou c'est mauvais. Or, le bon ou c'est mauvais présente un inconvénient si vous cherchez à développer des produits, c'est que c'est très bien quand c'est bon, mais c'est beaucoup plus segmentant ou excluant quand c'est mauvais. Alors même que l'insipide, c'est ce qui permet d'effacer précisément la ligne de partage entre le bon et le mauvais et qui permet à ce moment-là de provoquer une forme d'adhésion auprès de tous les individus
qui goûte. Vous voyez la différence? Mais à ce moment-là, vous avez réussi une opération qui est incroyable, c'est que vous avez réussi à neutraliser, au fond, le goût. Et c'est au plan, on va dire, historique, anthropologique, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que ce geste-là, c'est un geste qui est étonnant en réalité. Qui est étonnant. Si vous prenez, sans vous assommer de référence, il y a un très beau texte de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle qui passe en revue justement la hiérarchie des sens. Il fait la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Et il arrive au goût, et lui reconnaît au goût une force, une supériorité sur les autres sens. Il dit parce que rien n'est jamais indifférent au goût. Rien n'est jamais indifférent au goût. Quand vous goûtez, vous réagissez en permanence. Autrement dit, si vous réagissez en permanence, c'est que vous êtes capable de rejeter, et rejeter, discriminer, c'est juger. C'est dans un rapport critique. C'est-à-dire que le goût, quand il fonctionne à peu près bien, c'est un sens puissamment critique, qui discrimine en permanence, qui rejette, qui exclut, etc. Alors ça, évidemment, ça peut poser, quand vous imaginez le développement d'un produit à une grande échelle, évidemment, un certain nombre de difficultés, précisément parce que vous allez chercher à désactiver les motifs ou les mobiles de rejet. Et d'une certaine manière, vous allez neutraliser ce qu'on appelle la diversité du goût. Alors vous allez dire, voilà, je vous prends un mot un peu tarte à la crème, la diversité, il y a peut-être un autre mot un peu passe-partout, qui serait, pour moi en tout cas, pardon, je sais que ce mot a un sens, il est pris dans un sens très sérieux et tout à fait respectable, c'est la biodiversité. Je vous avoue que je vois très bien comme ça à quoi ça correspond. Et en même temps, ça semble être quelque chose dont on pourrait donner la définition suivante. Ça serait l'idée d'une nature, je donne une définition très générique, dans laquelle coexistent un certain nombre d'éléments animaux, végétaux et également humains, puisque l'anthropocène étant ce qu'elle est, on ne peut pas faire abstraction de nous-mêmes dans ce monde-là. Voilà, vous auriez à peu près ces éléments dans des rapports de coexistence. Or, si vous regardez les choses de près, historiquement et étymologiquement, la diversité ne renvoie pas à cette image de rapport de coexistence ou de cohabitation entre des plantes ou entre, je ne sais pas, par exemple, entre des animaux, mais elle renvoie plutôt au rapport, non pas de coopération, on va dire, mais elle renvoie à des rapports de compétition. Alors de compétition, pardon pour ce mot parce qu'il est très connoté, évidemment, à la fois économiquement et biologiquement. Économiquement par le libéralisme et puis biologiquement dans une lecture un peu hâtive sans doute de Darwin. Mais en tout cas, l'idée de la diversité, étymologiquement, c'est ce qui renvoie à des rapports de force. Alors ces rapports de force, ils sont essentiellement de l'ordre de la divergence et de la contradiction. Quand il y a du divers, il y a de la contradiction. C'est-à-dire que les éléments qui sont en présence les uns des autres sont des éléments qui s'affrontent, qui s'opposent. Et précisément, quand vous rattachez la définition de la diversité telle que je viens de la donner au goût, eh bien vous obtenez ce qu'on pourrait appeler l'harmonie du goût. L'harmonie du goût, ça ne repose pas sur de la cohabitation entre des éléments type le sucré, le salé, la mer et l'acide, etc. Ça repose sur la tension entre ces éléments. Oui, si ça se détend, si ça se distend, à ce moment-là, ça s'affaisse et ça meurt. Donc, la logique qui consiste à imaginer qu'il y aurait du goût consensuel, le consensus du goût, c'est une logique en réalité qui littéralement désamorce l'essence même du goût. Il y a peut-être du consensus politique et encore c'est peut-être pas si évident que ça, loin d'être évident en tout cas, mais quand vous appliquez la question de la diversité au goût, vous vous rendez compte, c'est pas du tout c'est pas la logique de coexistence qui prime, c'est la logique de tension que je viens de vous décrire. Donc c'est la structure, on va dire, normale, qui est un rapport d'opposition. Le goût, je l'ai suggéré, ça trie, ça sélectionne, ça inventorie, ça classe en permanence. Bon.
quelque part, alors ça c'est un travail que j'avais fait par là, il y a quelque chose de très... quand vous goûtez, vous appréciez. Bon, le mot apprécier en français, il veut dire apprécier au sens d'aimer, prendre plaisir, mais ça veut dire apprécier aussi au sens de mesurer. L'appréciation du prof, c'est la note que l'enseignant va mettre à l'élève, au sens où il la mesure, et à ce moment-là, l'appréciation du prof, elle est considérée comme ayant pas simplement une valeur subjective, mais une valeur objective. C'est-à-dire que quand vous goûtez, vous mesurez d'un côté et vous jouissez de l'autre. Et la mesure, ce n'est pas une mesure au sens où on mesure, je ne sais pas, le taux de, je sais pas, un taux, la valeur d'azote ou un composé dans l'air ou par ailleurs, en tout cas au sens où le ferait le chimiste, c'est une mesure qui est une mesure fondamentalement discriminante parce qu'elle comporte en elle une forme d'arbitraire. Alors ça, c'est très... En réalité, quand vous dites ça du goût, c'est toujours un peu embarrassant, pas tant de le dire, mais que l'entendre, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de justice derrière tout ça. Ça consiste, et ça je vais le décrire dans un instant, ça consiste à dire que le goût, au fond, repose aussi à un moment donné sur une forme, quelque part, de décret arbitraire. Bon, c'est ça qu'on va essayer de détailler. Alors, si on revient sur cette indifférence dont je vous ai parlé, on a vu ensemble qu'elle consistait évidemment à neutraliser toute la tension ou ce qu'on peut appeler la structuration normale du goût. Bon. Si maintenant on essaye de définir en acte, on va dire, le processus qu'on pourrait appeler le processus de mise en activité du goût, qu'on appelle encore, avec un mot un peu savant, qui est discutable en soi, dégustation. Bon, vous pourriez l'appeler gustation. Sauf que dégustation, ça renvoie en général à un protocole. Ça scénarise, ça organise, ça ritualise, ça met en scène, etc. Mais bon, ça pourrait ressembler à la gustation en dehors de ce cadre un peu formel. Bon. Le processus qu'on appelle dégustation, il est essentiellement défini au XVIIIe siècle. Bon, il est défini par un auteur, un Britannique, qui s'appelle David Hume, un philosophe, qui d'ailleurs a été aussi associé largement au mouvement libéral britannique, avec d'autres penseurs comme Adam Smith et Mandeville. Et ce que va montrer David Hume, il dit il ne peut y avoir du goût. Alors, cette fois, quand il dit goût, il dit du bon goût. C'est compliqué la notion de bon goût. Il peut y avoir du goût opérationnel, efficace, des gens qui savent goûter, des gourmets, des amateurs, des connaisseurs, que si la société se développe dans une direction déterminée, et cette direction déterminée doit être qu'il doit y avoir de plus en plus de raffinement. Il faut que ça se raffine. Alors pourquoi il faut que ça se raffine? C'est intéressant l'idée du raffinement, parce qu'on ne raffine pas simplement de l'essence, même si on en raffine, et c'est le raffinement, évidemment, ça consiste à passer d'un état un peu grossier à un état d'élaboration de la matière, évidemment, supérieur. Et ce philosophe britannique dit il faut qu'il y ait du raffinement. Autrement dit, il faut que les arts, tous les arts, et les arts au sens technique, pas les arts au sens artistique, puissent se développer pour que les individus, à travers leur métier, développent de plus en plus de compétences et qu'à travers leurs compétences, ils élaborent des produits, des objets de plus en plus luxueux, sophistiqués, précis, rigoureux, riches, foisonnants, etc. Pourquoi? Parce que, dit David Hume, c'est la condition pour que d'autres individus dans la société puissent prendre possession de ces produits en les appréciant. Hein, si évidemment on vous offre, pour le dire de manière peut-être un peu rapide et caricaturale, si on met en exercice votre goût en matière de fromage avec un plateau dans lequel vous auriez du Babybel, du Caprice des Dieux, du tartare aux fines herbes, déjà ça,
et je sais pas, et de la vache qui rit, vous pouvez imaginer que les possibilités de développer les potentialités de votre goût sont évidemment limitées, et elles sont limitées par la nature des produits auxquels vous allez être exposé. C'est ça, en réalité, c'est ça, dit David Hume. Et il dit à partir de là qu'il y a une corrélation qui s'établit entre la réalité des objets auxquels le goût est confronté et la manière dont on les apprécie et la manière dont le goût, finalement, va progressivement, non pas apprécier de manière mécanique, mais va peu à peu se développer, se préciser, on va développer au fond, à travers notre goût, de plus en plus de compétences et d'aptitudes à juger. Donc ils disent, c'est pas du tout on n'a pas un goût à la naissance qui goûte le reste de la vie de manière inamovible. Ils disent, c'est par définition un processus qui s'élabore, donc qui suppose évidemment une formation, une éducation. Il y aura aussi des exercices, tout un tas évidemment d'activités nécessaires à sa forme et à sa formalisation. Et il y a un exemple qu'on cite en général quand on travaille sur cette affaire de dégustation. Il se réfère à un épisode de Don Quichotte de Cervantes, où Don Quichotte, avec son célèbre écuyer, se retrouve dans une auberge à goûter des vins qui sont dans un fût. Donc il y a 2 fûts de vin, et donc Don Quichotte et Sancho Panza, son écuyer, ces deux personnages un peu grotesques, sont dans ce dîner, cette assemblée. On leur demande de juger, de donner leur avis sur le vin, et l'un d'eux dit que le vin a une odeur comme une sorte d'odeur de cuir, ce qui fait évidemment beaucoup rire les convives, qui trouvent ça grotesque. Et puis l'autre dit qu'il y a une sorte d'odeur un peu de ferraille. Je ne sais plus lequel des deux, si c'est Don Quichotte. Voilà. Donc la soirée se déroule. Eux ont leur réputation de goûteurs un peu grotesques. Et puis on boit, et à mesure qu'on boit, évidemment, le fût se vide, et quasiment à la fin de la nuit, le fût est vide. Et à ce moment-là, deux convives découvrent au fond de chaque fût, dans un cas, une ceinture, donc en cuir, et puis dans l'autre, un morceau de métal qui était resté dans ce fût. Et donc, le cas de figure qui est donné par Cervantes, en tout cas à travers cette image que reprend, qui sera ensuite repris, c'est de dire qu'au fond, ces deux personnages un peu grotesques ont, sous leurs aspects d'incompétents, avaient une compétence précisément parce qu'ils ont été capables de détecter la présence de 2 éléments qui étaient objectivement présents dans les 2 fûts. Autrement dit, la lanière de cuir qui a donné ce goût un peu de cuir au vin, et puis le morceau de ferraille qui donnait cet autre goût des ferrailles. Et d'une certaine manière, dit Hume, ces 2 individus ont des compétences supérieures à la moyenne. Et leurs compétences, ils les ont parce qu'ils sont capables de détecter ce qu'on trouve là-dedans. Alors, cet exemple, vous pourriez le transposer d'une certaine manière au problème qu'on a évoqué, qui est le problème de la biodiversité. Alors, comment vous pourriez le transposer? Alors, j'ai pris un texte extrait d'un rapport de la FAO que certains d'entre vous doivent peut-être connaître, et qui aborde la question de l'érosion du patrimoine génétique. Donc, je cite simplement un morceau. Donc là, je me contente de faire un exercice de pure restitution. L'article dit, c'est pas un article, c'est un texte, dit effectivement que parmi les milliers d'espèces végétales qui étaient cultivées en Europe, mais pas simplement, également en Amérique du Nord, on n'en trouve évidemment qu'une très faible partie à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et que le phénomène d'érosion continue à être patent et d'une certaine manière à s'aggraver.
on donne le chiffre, par exemple, des 10 000 variétés de blé, des 10 000 variétés de blé en 1949 en Chine, réduites en 1970 à 1000 variétés, et en insistant sur l'idée que le phénomène se poursuit. Les 8000 variétés de pommes en 1804, 90% de ces 8000 variétés auraient disparu, 90% aux États-Unis, et le même raisonnement est ensuite appliqué non plus aux espèces végétales, mais aux espèces animales, en l'occurrence les espèces évidemment domestiquées comme les races ovines ou bovines. Voilà. Bon. Alors évidemment, ça, on peut souvent la réaction face à ce texte, à ce type de constat, c'est la déploration. Voilà, c'est une perte, etc. Mais on peut très bien être tenté de déplorer la perte de ce patrimoine génétique de manière un petit peu, on va dire, détachée, en se disant que c'est une perte en général, c'est une perte en soi, que de perdre, voilà, comme on perd une espèce sauvage qui disparaît, on trouve ça dommageable en général pour la richesse, le foisonnement du vivant, mais sans qu'on puisse imaginer que la disparition de telle espèce ou telle race soit préjudiciable en tant que telle pour l'homme. En réalité, ce qu'on peut montrer à partir de ce que je vous ai dit sur la manière dont dont le goût interagit avec la réalité des choses, c'est que dans la thèse qui a l'air un peu triviale de Jung, ou ce que je vous ai dit sur le modèle industriel, ce qu'on pourrait montrer, c'est qu'à partir du moment où le goût, pour le dire vite, n'est pas exposé à ce qu'on appelle de la diversité, aux deux sens du terme, il ne peut pas fonctionner. De la diversité au sens de ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire que quand vous ne le confrontez pas à de la variété, en réalité, votre goût est dans la capacité, progressivement, alors sans qu'on s'en rende, c'est ce qui est, on va essayer de détailler, ce qui est extrêmement pervers, c'est qu'on n'en mesure pas nécessairement les conséquences immédiatement. Mais le goût va être peu à peu réduit ou abaissé en tant qu'il ne peut plus faire, il peine à établir des comparaisons, à établir de la comparabilité entre des objets. Vous voyez, l'exemple très banal que je vous donne du fromage avec un plateau très rudimentaire fait qu'en réalité, ce qu'on pourrait appeler le cadre de comparabilité ou de comparaison est devenu lui-même restreint. Et à partir de là, l'enjeu de la biodiversité n'est pas, de mon point de vue, en tout cas sur les questions du goût, n'est pas simplement le respect de la nature, ce n'est pas simplement une richesse d'un patrimoine qui est en jeu, mais c'est la manière dont le goût est lui-même en position ou déterminé à agir et à entrer en action. Donc c'est la diversité doublement problématique au niveau, on va dire, de la production elle-même et au niveau de ce qu'on appellerait la consommation, même si j'ai écarté le mot pour préférer le goût, précisément parce qu'il n'y a plus de mise en tension possible. Bon. Autrement dit, on peut être face à une situation très paradoxale. Je n'ai pas retrouvé le chiffre, mais je crois qu'en moyenne, vous me direz si je me trompe, je pense que je dois forcément me tromper, mais en tout cas le chiffre est assez impressionnant. Dans un hypermarché, je crois qu'il y a à peu près il peut y avoir plusieurs milliers de références de produits. Combien ? 80 000, voilà. Vous vous dites, moi on me dit, il y a 80 000 produits, je me dis, mais quelle diversité, 80 000 produits, mais quel incroyable pari gagné par les industriels que d'avoir introduit aussi massivement dans l'espace de l'hypermarché et aussi massivement en Occident de la diversité et de la variété. En réalité, vous pourriez, et c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, vous pourriez mettre en évidence le fait suivant, c'est qu'il y a une étonnante homogénéité entre ces 80 000 produits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à dire sur l'homogénéité de ces produits, d'autant plus, évidemment, quand ces produits sont des produits préparés. Il y a beaucoup plus à dire sur leur homogénéité que sur ce qu'on appellerait leur hétérogénéité. C'est ce qu'on dit en général quand on parle d'uniformisation ou de standardisation. Bon.
à ce moment-là, vous voyez bien que quand vous avez de l'homogénéité, eh ben, vous avez plus de difficultés à, d'une certaine manière, provoquer ou à mettre en mouvement, mettre en activité le goût, précisément parce que le goût n'est plus amené ni à agir, ni à réagir. Hein, il est dans une situation au fond, il est, on pourrait dire, ankylosé ou anesthésié, neutralisé, et d'une certaine manière, on pourrait parler aussi d'atrophie. Bon, ça, c'est le... et ça, pour le mettre en perspective, vous pouvez le mettre en perspective avec l'industrie, mais vous pouvez le mettre en perspective avec ce que je vous ai dit au départ, par exemple, Hippocrate, où Hippocrate dit il n'y a pas de régime, hein, et le régime chez Hippocrate, ce n'est pas le régime au sens de Jean-Michel Cohen, ce n'est pas le régime pour maigrir, c'est l'art du régime, c'est l'art qui consiste à manger tout du long de son existence. Hein, et ce n'est pas un moment de son existence où on trouve qu'on a pris quelques kilos en trop. C'est un processus qui est un processus d'attention à soi, qui est un processus absolument qui occupe la vie depuis le premier souffle jusqu'au dernier. Hippocrate dit il ne peut y avoir de régime au sens fort que s'il y a deux conditions qui sont alors rassemblées, c'est l'usage intense et intensif que chaque individu devra faire de son goût, indépendamment, dit-il, de la prescription du médecin, de l'autorité du médecin. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas le médecin, en l'occurrence, on peut dire le nutritionniste ou le diététicien, ne peut pas vous abstraire de faire l'exercice qu'on appelle l'exercice d'individuation, qui consiste à juger de ce qui est nécessaire pour vous, seulement par vous. Ça, c'est la première chose. Et l'autre élément qui est capital et qui pourrait nous aider à penser la diversité du vivant et la diversité, en l'occurrence, agricole, c'est que Hippocrate dit « Je ne peux pas conduire un régime si je n'ai pas à disposition suffisamment d'éléments variétaux pour mettre en place la bonne structure qui correspond à mon goût et à ma santé. » Donc il dit au fond, alors, là, en l'occurrence il cible le cuisinier. Il dit le cuisinier qui ne prélèverait dans les champs ou la nature, si c'est de la cueillette, qu'un nombre insuffisant d'éléments, en les faisant entrer dans sa cuisine, ne pourrait que condamner les gens qui consomment sa cuisine à une cuisine assez pauvre qui ne correspond pas à leurs besoins au sens de la santé. Et du coup, on obtient à ce moment-là, c'est ça que j'ai essayé de définir avec l'industrie, on obtient ce qu'on appelle un régime médiocre. Alors, médiocre, ça, évidemment, c'est quand on dit d'un élève, il est médiocre, c'est un peu, c'est moqueur et méprisant, mais médiocre au sens premier, ça veut dire moyen, ça veut dire que vous êtes dans une sorte de moyenne. Et au fond, il n'y a pas de moyenne, hein, ce que j'ai essayé de vous montrer, en matière de goût. Soit c'est prononcé, soit c'est atrophié, mais vous n'êtes pas sur il n'y a pas d'équilibre ou de consensus ou de ligne médiane. Ça de mon point de vue, ça n'existe pas et c'est évidemment naïf de penser qu'on puisse l'atteindre. Quand on l'a atteint, en réalité, on est déjà voué à une situation qui pourrait être une situation alarmante ou catastrophique en matière de goût. D'une certaine manière, c'est plutôt un meilleur signe que d'être dans des situations où il y a du rejet et du dégoût, de la désaffection, que dans des situations effectivement où il y a une sorte d'adhésion partagée. Alors, je vais peut-être conclure j'espère sur une note pas trop triste, j'espère, en me demandant à quel moment on peut poser ou se dire que le défaut de diversité, au sens où je l'ai entendu, constitue un péril ou une menace. Alors évidemment, on peut le dire de façon très large en disant, voilà, c'est un constat alarmiste qui consisterait à dire il y a de moins en moins d'espace en dehors des... Je prends volontairement les mots utilisés en général. Il y a de moins en moins d'espace en dehors de l'uniformisation, la standardisation industrielle telle qu'elle existe en Occident, etc. Bon. Alors ça, on pourrait répondre de deux manières à
ce constat de déploration, soit en disant ce qui est en général la position démagogique adoptée par des gens qui ont tout intérêt à aller très loin dans le processus d'industrialisation et de laminage, on va dire, du goût. Ça consiste à dire, voilà, vous savez, depuis des siècles, on n'a jamais aussi bien mangé en Occident. Regardez les indices de mortalité, on meurt beaucoup plus vieux, etc. Bon. C'est évidemment un argument qui est extrêmement douteux, puisqu'il est anachronique, puisqu'on ne peut évaluer les conditions d'un régime ou d'une alimentation que dans une société donnée à une époque donnée. Donc la comparaison, évidemment, de se dire qu'on mangeait, qu'au Moyen-Âge, on mangeait sans doute moins bien, n'a de sens que si vous remettez en évidence les conditions qui étaient celles dans lesquelles on pouvait manger à cette époque donnée. Donc évidemment, c'est un argument qui est loin d'être recevable. L'autre objection qu'on pourrait faire à l'idée d'un processus d'homogénéisation du goût, c'est un peu une remarque que fait un autre philosophe français, Henri Bergson, qui dit au fond, parfois le port du chapeau constitue une mode, et on voit des milliers, des millions d'individus qui portent tous pendant une saison un chapeau. Et vous pourriez vous dire, porter un chapeau, et ne pas porter le chapeau, porter un chapeau, c'est aussi aliénant que manger, je ne sais pas, des pots de Nutella, les uns à la suite des autres, peut-être. Ce n'est pas très différent, mais Bergson il répond d'ailleurs, il dit, au fond, on peut très bien être amené à porter un chapeau, avec tout ce que ça peut avoir de normatif, comme on peut être amené à consommer on va dire des produits dits industriels, avec tout ce que ça peut avoir de normatif, tout en sachant ce qui nous arrive. Alors, en se disant, on conserve une faculté d'analyse, de raisonnement, une sorte de réflexivité qui fait que je peux dire, voilà, je sais que ce processus est très normalisateur, asservissant, aliénant, mais au fond, je le sais, mais je continue quand même je m'en accommode et je garde au fond suffisamment de distance critique pour, d'une certaine manière, à tout moment me dire, je vais pouvoir abandonner mon chapeau ou mon pot de Nutella, et puis à ce moment-là, prendre des produits beaucoup mieux élaborés, avec des belles noisettes du Piémont, etc. Bon, ça, c'est une possibilité. Alors, pourquoi elle est intéressante, c'est qu'au fond, vous dites que la perte de biodiversité ou de diversité, elle est d'une certaine manière compensée par deux facteurs qui sont, d'une part, l'action de votre mémoire. C'est-à-dire que vous gardez toujours l'idée, une société ou des individus individuellement gardent l'idée que les choses telles qu'elles existent, produites selon ce modèle industriel de goût, sont effectivement en l'état, mais qu'on a encore à l'esprit d'autres modèles possibles et qu'on pourrait réactiver à un moment donné. Voilà. Ça, c'est à ce moment-là, il y a la possibilité de s'accommoder au fond de ce mal en se disant on peut en sortir. Bon. Ou bien se dire voilà, je vais il y a ce modèle industriel dominant, mais rien ne m'empêche de consommer parfois des produits qui font exception, artisanaux, etc. À ce moment-là, j'ai toujours des espaces qui mettent en perspective, au fond, des manières normatives, mais dont je peux me dire je vais pouvoir m'en détacher à un moment donné. Bon. Le dernier, j'ai envie de dire, le dernier stade, c'est pour ça que je vous ai dit j'ai peur de finir sur une touche un peu sombre, c'est le moment, en réalité, où vous commencez, où le processus est, j'ai envie de dire, tellement étendu que les individus perdent la mémoire d'autres références, d'autres espaces, qui font que la comparaison, en tout cas la mise en perspective avec ce qui a été, ce qui n'est plus, mais qui pourrait être, cesse. C'est-à-dire que vous perdez effectivement, au fond, cet horizon qui, même dans ce qui est vrai, qui même dans un monde qu'on pourrait appeler, j'aime pas ces mots-là parce qu'ils sont un peu passe-partout, mais standardisé, homogénéisé, fait que vous pouvez faire un pas en arrière ou de côté. Je préfère de côté parce qu'en arrière, c'est toujours un côté rétrograde qui
pourrait être douteux, qui vous permet, à ce moment-là, de mettre en perspective et dans une perspective critique le modèle auquel vous êtes confronté. Hein. Mais le dernier stade et le plus inquiétant, c'est évidemment le moment où il y a ce qu'on appelle de l'irréversibilité. Hein. Et l'irréversibilité, ce n'est pas simplement ce qui se pose, mais je pense que en termes de production agricole, sur des questions variétales, de sélection, d'utilisation des semences, rôle des biotechnologies, etc., c'est aussi le moment où l'individu, en tant qu'individu, ou l'individu en tant que membre d'une société, ou toute une société, toute une communauté, n'est plus en capacité d'avoir ces jalons ou ces points de repère qui lui permettent à ce moment-là de dénoncer, ne serait-ce que de dénoncer, un modèle avec lequel ils sont en différent ou en opposition, en tout cas en contradiction. Hein. Et ce moment-là, c'est un moment évidemment, pour continuer sur l'idée de l'insipide, c'est le moment de l'indifférence, au fond. C'est le moment où ce qui arrive cesse de faire totalement problème. Voilà, ça arrive et on se dit, voilà, cesse de faire problème puisqu'il n'y a plus de possibilité, au fond, de contrebalancer. Alors moi, c'est ce que j'avais appelé dans l'article, c'est au fond la disparition de la conscience de la perte elle-même, qui est plus problématique que la perte, parce qu'en gros, il y a beaucoup d'entre vous qui vont en parler mieux que moi, mais on voit bien que dans des époques où il y a des processus d'industrialisation, par exemple, massive, avec des effets négatifs parfois massifs, il y a aussi évidemment des minorités qui se mettent en place et qui réagissent de manière très forte aussi. C'est très rare, c'est même inexistant, de voir un processus se mettre en place sans qu'en son sein il engage à ce moment-là des réactions, des créations de mouvements alternatifs, etc. Ce qu'on voit évidemment apparaître aujourd'hui, c'est-à-dire que le mouvement alternatif, par essence, il est alternatif relativement à un état de domination auquel il s'oppose. Voilà. Mais le risque, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une forme de domination qui ne laisse, au fond, peut-être plus aucune place à l'autre, c'est-à-dire au fond à toute alternative. Bon. Voilà. J'avais peur de m'arrêter sur une touche sombre, mais je crois que... Merci.